J'aimerais adresser un message, particulier au cabinet Suzanne Ogula. Suzanne Ogula, Kondowiri, pardonnez-moi si j'ai écorché votre nom, mais il m'est revenu, par plusieurs de nos compatriotes qui ont souscrit, qui ont acheté des terrains à Égoumier, des terrains, vous savez, ces publicités qui ont été faites par le nouveau régime qui permettait aux Gabonais de pouvoir être détenteurs de terrains et autres. Beaucoup de nos compatriotes se sont saignés, pardonnez-moi l'expression, beaucoup de nos compatriotes ont gratté jusqu'à leur dernière économie pour pouvoir acquérir en bonne et due forme un terrain. Surtout que la promesse qui avait été faite, c'est que ces terrains, voilà, ils devaient être viabilisés, sûrs, que ces terrains devaient être, en fait, les possesseurs de ces terrains devaient obtenir leur titre foncier et autres. Mais malheureusement, après plusieurs mois, les détenteurs ou les souscripteurs, ceux qui ont déboursé de l'argent pour acquérir ces terrains, à Égoumier, n'ont toujours... Cette musique sort d'où? Donc malheureusement, les détenteurs de ces terrains n'ont jamais visité les terrains qu'ils sont censés avoir achetés, à Égoumier, n'ont jamais eu de suite concernant les titres fonciers. Donc, comme vous le savez, je suis ici en Europe, je ne suis pas au Gabon, donc je ne peux pas créer des informations avec autant de détails. Donc, s'il vous plaît, que le cabinet Maître Suzanne Ogula Kondowari puisse communiquer en toute discrétion avec ces personnes qui ont acquis ces terrains, puisqu'apparemment c'est son cabinet qui gère ces dossiers, qu'elle puisse communiquer avec eux et informer nos compatriotes de ce qui se passe, qu'elle puisse les informer de la suite de ça, parce que vous comprenez que quelqu'un qui a sorti ses économies, qui a fait le sacrifice de donner cet argent pour acquérir un terrain avec à la clé un titre foncier, avec toutes les belles promesses qui avaient été données par le CTRI et autres, et que jusqu'à présent, plusieurs mois après, il n'y ait toujours rien, comprenez que ces gens soient inquiets. Parce que nous avons déjà vu ça. Rappelez-vous des maisons de la SNI, et puis l'autre c'était quoi? Ce qu'on devait même souscrire là où je t'avais dit que c'était pas clair. La SNLS, voilà. Rappelez-vous, parce que c'était bien l'État aussi, beaucoup de Gabonais ont donné de l'argent, mais jusqu'à présent, beaucoup ne sont jamais entrés en possession de leur maison et autres. Je me rappelle que pour beaucoup, c'était des maisons même de 50, de 20 millions, de 30 et autres. Et à l'époque, j'étais très chaud avec mon épouse, mais j'avais eu quand même le flair de me dire, il y a des choses qui ne sont pas claires. Et du coup, j'avais échappé à ça. Donc nous avions préféré acheter un terrain ailleurs, où souvent vous nous voyez débousser, nettoyer. Bref, terrain que Noureddine, pour se venger de moi, a récupéré, plus ou moins. Et ça encore, je vous en parlerai même plus tard. Donc voilà, donc s'il vous plaît, Maître Suzanne Ogula Kondari, parlez avec ceux qui ont souscrit ces terrains, avec votre cabinet, expliquez-leur pourquoi jusqu'à présent il n'y a pas de visite, pourquoi jusqu'à présent ils n'ont toujours pas effectué la visite des terrains qu'ils ont achetés, et pourquoi jusqu'à présent il n'y a pas de titre foncier. Bon, il se peut peut-être qu'il y ait une ou deux personnes, je ne sais pas, qui ont peut-être fait des visites, mais en tout cas, la grande majorité, si ce n'est la totalité, m'a contacté pour me dire, écoutez, monsieur Rekula, essayez de parler de ça, parce que voilà la situation. On a peur que ça soit encore une fausse promesse de l'État, comme nous l'avons vécu auparavant. Voilà, donc... Cela dit, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons rentrer dans le vif du sujet qui est l'affaire Nikala. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet qui est l'affaire Nikala.
Bonjour mon grand frère Alexandre. Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Je vais bien. Comme je le dis, hein, Dieu aime ses enfants. Plus de traces de diabète dans le corps, mais je reste quand même sous surveillance, sous régime. Mon corps a repris à fonctionner correctement. Euh, je vais bien par la grâce de Dieu. S'il y en a qui doutent des miracles de Dieu, comme je le dis, moi je crois en Dieu, je suis chrétien et je vois Dieu, je vois comment Dieu fait des miracles dans ma vie. Je vois comment Dieu m'a protégé au Gabon pendant toutes ces années. Je vois comment il continue de me protéger, comment là, il me soigne, comment il me guérit, comment il me restaure, comment quand les perfides trompeurs m'attaquent, tentent de me discréditer, comment eux-mêmes se confondent. Donc oui, mon grand frère Alexandre, je vais très bien par la grâce de Dieu et toute ma famille va bien. Même ceux au Gabon qui sont persécutés, ils vont bien. Donc, pour commencer, pour ne pas être long, parce que vous savez, je parle beaucoup et souvent les lives tirent en longueur et quand je sors de là, moi-même, je suis vidé. Donc, je vais parler un peu de l'affaire Mikala. Mikala, si ce n'est Armel Feriz Djegou Mikala, est ce jeune garçon que j'ai connu à travers les réseaux sociaux il y a quelques années, qui s'était révélé aux Gabonais parce qu'il estimait qu'il vivait une situation d'injustice. Volume, Aka. Mais je vais parler comment, les amis? Je ne vais pas crier? Ou bien j'enlève l'oreillette? Bon, j'enlève l'oreillette. Peut-être que c'est ça qui réduit le volume. Voilà, j'espère que là, vous entendrez mieux. Donc, Armel Mikala est ce jeune garçon qui s'est fait connaître par le public gabonais du fait qu'il estimait qu'il vivait une injustice, qu'il avait soumis à Ali Bongo à l'époque, au cours d'une visite de la campagne présidentielle, je ne sais plus quand, je crois en 2009 ou en 2016, un projet de la maison du commerçant. C'est-à-dire, c'était une espèce de coopérative qui devait regrouper l'ensemble des jeunes commerçants gabonais du marché Montbouet. Bref, à cause de ça et de nombreuses de ces revendications, il s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé en prison. Et à l'époque, on discutait souvent, je l'encourageais, tout ça, tout ça. Et le gars, très arrogant, hein, oh non, moi, vos choses d'activiste, je ne suis pas dedans, moi, c'est mon truc de commerce et tout. Mais voilà, il avait quand même du respect pour moi et autres. Et j'ai remarqué que, voilà, ça faisait un mois. Ah, David, arrête d'embêter ton petit frère et vice-versa. Ah, David, arrêtez. Si vous continuez, je vous punis, vous restez à la chambre. Ah, ne me dérangez plus, je suis en live. Désolé. Oui, chacun sa fatigue sévère. Moi, ici, quand c'est les week-ends, là, non, 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 pardon. La fatigue sévère des enfants. Donc, je disais que Armel avait disparu, comme ça, pendant un mois. Et puis, à l'époque, ceux avec qui je marchais à l'époque, au TT, tout ça, j'ai posé la question de savoir, mais où est Armel? Qu'est-ce qui devient tout ça? Et finalement, en recherchant, on a appris qu'il était en prison. Et que tous ses amis du marché Montbouet, tout ça, tous l'avaient abandonné. C'est comme ça que j'avais dit à l'époque à OTT, est-ce que tu connais où il habite? Il me dit, oui, je crois qu'il habite vers les PK, machin. J'avais dit, non, allons chez lui. Il faut qu'on fasse un live, qu'on fasse témoigner sa famille, qu'on sache ce qu'il en est, parce que c'est pas normal s'il se bat pour les droits des commerçants gabonais et autres. On ne peut pas, il ne peut pas aller en prison comme ça, et puis personne, tout le monde l'abandonne. Et c'est comme ça que vous m'aviez vu ce jour-là, dans les PK, chez la mère de Feriz, d'Armel, expliquant, témoignant, etc. Surtout que 2-3 jours après, il devait passer au tribunal en jugement. Et vous savez comment ça se passe. Donc nous avons fait un tapage pas possible. Nous avons relayé, machin, nous avons pris les témoignages et autres. Bref, le procès est arrivé, nous sommes partis le soutenir au tribunal. Il a été acquitté. Le même Armel Feriz est sorti pour reconnaître qu'effectivement, sans le tapage que nous avions fait, etc., il aurait été en prison. Et les gens là-bas, en fait, le lui ont fait comprendre. Bref, c'est à partir de là que ce jeune homme s'est rapproché un peu de moi. Parce que vous savez, c'était à l'époque où j'avais lancé, créé avec d'autres, le Copil citoyen. Et comme ça, de fil en aiguille, il a compris que l'activisme n'était pas quelque chose de mauvais, l'activisme n'était pas forcément quelque chose de péjoratif. Surtout que lui-même avait vécu une injustice. Donc il a commencé à se rapprocher du Copil et vice-versa. Bref,
Si je vous fais cet historique, c'est pour vous dire, moi, la relation que j'avais avec Armel. Armel me respectait énormément. Oh, le grand homme, machin, etc. Je n'ai jamais donné de directive à Armel. Je ne lui ai jamais dit ce qu'il fallait faire ou qu'il ne fallait pas faire. Je n'ai jamais, même de ma vie, si vous connaissez des activistes au Gabon, je ne leur ai jamais dit faites ce que je vous demande ou machin. Non, je ne fonctionne pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Fais voir. Fais voir. Ton appareil dentaire. Si je continue sans faire mal, C'est quoi ça? C'est déconnecté. c'est que le truc qui était dessus sans le... Mais le dentiste n'a pas, il a un problème avec son appareil dentaire. Le dentiste a donné une espèce de colle ou je ne sais pas, non, pour ça. Essaye de voir comment ça le déchire la lèvre. Sinon, tu mets un coton et puis lundi, on va chez le dentiste. Désolé. Donc, c'est pour vous dire, en fait, voilà, j'ai même perdu le fil de mes idées. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est pour vous dire, en fait, que ce petit avait du respect pour moi. Vous connaissez l'histoire. J'ai dû partir du Gabon. Je ne suis pas parti du Gabon parce que j'avais peur pour ma vie ou parce que je suis un lâche. Rappelez-vous que j'ai lutté au Gabon pendant plus de 4 ans. Ou pendant 4 ans, je ne sais plus. Pendant que je luttais au Gabon, oui, j'avais peur pour ma vie. Mais ça ne m'empêchait pas de faire ce que je faisais au Gabon. Pendant que j'étais au Gabon, je suis le seul, le premier, il n'y a pas eu deux comme moi, qui ont osé toucher du doigt sur le cœur, sur la source principale de financement de la dictature, à savoir le pétrole. J'ai fait ce que beaucoup considéraient comme un suicide. Et j'ai mis au service ma connaissance de l'audiovisuel, mes contacts. Et vous avez tous vu les films, les nombreux films et reportages que j'ai réalisés pour contraindre ce pouvoir à changer. À partir de là, des actions que je posais, beaucoup, hein, pour vous dire, comme Eric Otete, à l'époque, c'est des gens qui ne faisaient pas de live, c'est des gens qui avaient peur. Celui qui faisait des lives d'avant, c'était Patrick Oyabi à l'époque. Mais les gens comme Otete, c'est des gens qui avaient peur. Donc voilà, par exemple, des gens, lorsqu'on partait sur le terrain, je disais, non, prends courage, n'aie pas peur, machin. Avant que tous ne volent de leurs ailes et certains deviennent ceux qui font avec des doubles jeux, des games, des machins, parce qu'ils ont compris qu'il suffisait d'allumer sa caméra, faire un peu de bruit, et puis derrière, aller prendre des valises et autres. Vous-même, vous avez vu. Je parle bien là de toute la bande là, qui allait chercher les valises chez les Biogemba, les machins, vous connaissez les noms. Je n'ai pas envie de citer pour que ça crée à nouveau de la polémique. Mais si je vous le dis, c'est parce que beaucoup de choses ont été dites sur moi, que j'étais lâche, que j'avais fui le pays par peur. Mais je me rappelle que, étant au pays, lorsque les forces de défense et de sécurité commettaient des meurtres, lorsqu'il y avait des vidéos témoignages, je reprenais ces vidéos, je les retravaillais pour montrer que c'était bien la police, l'armée qui tuait, et je prenais mon courage, j'allais porter plainte au palais de justice. Non pas que j'attendais une justice là-bas, mais pour montrer que les choses ne devaient plus continuer comme ça, dans l'impunité. Et ça a eu pour effet que le pouvoir en place, salut papillon sur TikTok, ça a eu pour effet que le pouvoir en place au Gabon était perdu, parce qu'ils se demandaient, mais comment ce gars, nous on torture, nous on fait ci, les gens ont peur de nous, mais comment ce gars se permet de faire ce qu'il fait étant ici au Gabon? Tout le monde, même les activistes, tout le monde en fait, des gens étaient perdus en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Comment, c'est quoi ses assurances? C'est quoi son... Qu'est-ce qui le pousse à faire ça sans avoir peur? Alors que la vérité, je vous ai toujours dit, j'étais terrifié. Mais lorsque vous êtes vous-même face à une situation d'injustice, face à de la mauvaise gouvernance et que vous êtes dos au mur, mais le seul choix que vous avez, je vous dis, vous avez deux choix, deux, pas trois. Vous avez le choix soit d'accepter de vous soumettre, d'accepter de devenir corrompu, d'accepter de devenir la chose de ceux-là qui vous font du mal, ou alors vous avez le choix de combattre. Et pour ceux qui me connaissent depuis mon enfance, je ne suis pas le genre de personne qui baisse les bras. Je ne suis pas le genre de personne qu'on menace et puis je ne suis pas ce genre de personne.
Je suis le genre de personne qui se bat dans la vie. Voilà pourquoi lorsque j'ai terminé mes études en 2006 à l'étranger, je travaillais déjà depuis 2004, ma deuxième année d'université, je travaillais, mais lorsque j'ai terminé mes études et après 6 ans d'expérience, j'ai décidé de rentrer au Gabon travailler. Pourtant, j'avais tous les avantages possibles de travailler à l'étranger et autres, mais j'ai décidé de rentrer travailler et de rester loin de la politique. Je me suis fait, je vous ai dit, ma fille aînée que vous voyez, Rebecca, elle est née prématurée à l'étranger. Donc tous mes droits lorsque j'avais démissionné, tout ça, tout est parti. C'est-à-dire que dès qu'elle est née, elle est entrée directement en couveuse. Dès qu'elle est née, directement en couveuse. Un mois. Ma fille, Rebecca, ma jumelle que vous voyez, je la tenais comme ça là. Elle est née avec 1,5 kg, 1,5 kg ou 1,7 kg 1,5 kg. Rebecca que vous voyez là, est née avec 1,5 kg. C'était mon premier enfant, l'inexpérience et autres. Donc, le peu d'argent que j'avais quand j'avais démissionné, je m'apprêtais à rentrer au Gabon, et bien tout est parti à l'hôpital. Je me suis retrouvé fauché. Mon épouse, à l'époque, était encore étudiante. C'est moi qui travaillais depuis longtemps. Mon épouse terminait justement aussi ses études. Et c'est comme ça que finalement ma mère, en rentrant, m'a dit, mais écoute, reviens dans ta chambre d'étudiant, machin. Je suis rentré au Gabon sans un rond. Mon épouse et moi, nous avons pris un petit 10 000, nous avons acheté un carton de cuisses de poulet et nous vendions. Je me rappelle, mon ami Claude Ecomi à UBA, à Pambo, Yvon Angara et autres, nous disaient non, mais les gars, nous on a des problèmes pour manger à midi, machin. Et c'est comme ça que les midis, la nuit, on faisait des marinades avec les poulets. Mon père retraité, qui avait des hectares aussi d'ananas, de manguiers, nous disait bon, écoutez, venez, ça pourrit ici. Donc, on avait acheté des top power et puis c'est comme ça qu'on livrait la nourriture un peu à l'image de comment ça se fait en Europe. Donc, pour par exemple 1000 francs, la personne avait un plat bien copieux, avait un dessert, etc. Et des plats chauds, donc on livrait. On est arrivé à un point où on se faisait 80 000 jours. 80 000 jours. Et à partir de là, ça nous a permis de rebondir, moi de relancer mon entreprise, etc. etc. J'ai mis 10 ans. 10 ans pour construire mon entreprise. Ma mère à l'époque m'a dit, écoute, le terrain familial est grand, tu peux construire là, machin. C'est comme ça que j'ai pris une partie du terrain sur l'annexe et puis j'ai construit mes bureaux. Oui, c'est des gars de POG, des gars de POG. Donc, j'ai construit mes bureaux. J'ai construit mes bureaux un peu, un peu, un peu, un peu. Mes enfants que vous voyez là, on allait, on faisait la peinture, etc. Je n'ai eu le financement de personne. Je me suis fait. Mes premiers marchés au Gabon, je me rappelle que à l'époque, mes CD, je les prenais, je faisais le tour des entreprises de communication en disant « Ah bonjour, voilà, je suis Monsieur Rekula, je suis dans le domaine de la production audiovisuelle, voilà ce que je fais, etc. » Et j'avais déjà une grande expérience. J'avais du matériel que je rachetais, etc. Et à cette époque, beaucoup ont commencé à me donner leur première chance. Il faut savoir que dans le domaine de la production audiovisuelle, les spots télé que vous voyez là, le spot le moins cher de 30 à 45 secondes, c'est 1,5 million si ce n'est dans les 3-4 millions. Mais moi, comme j'étais nouveau sur le marché et j'avais besoin de faire mes preuves, plutôt que de facturer à 1 million, à 5 millions comme les autres, je facturais à 2 millions. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir mes premiers marchés. J'ai ouvert mon entreprise en août. En décembre, j'avais déjà réalisé un chiffre d'affaires d'à peu près 6 ou 7 millions. L'année suivante, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 10 ou 15 millions. Ensuite, 20, 30, jusqu'à 40 millions. C'est comme ça que j'ai commencé, comme je vous ai dit, à financer, construire mes bureaux, acheter du matériel, venir en France racheter du matériel et autres. Mais je ne me suis pas arrêté. Je me suis dit, écoute, tu es un manager, il faut diversifier tes sources. Parce que ce qu'il faudrait que vous sachiez, c'est que là, je vous donne la partie belle du film, mais souvent, vous pouvez faire 1 mois, 2 mois, vous n'avez pas de marché. Mais vos charges ne s'arrêtent pas, surtout si vous avez des gens à payer, si vous avez des charges, des factures, vos charges ne s'arrêtent pas. Donc, j'ai réfléchi, j'ai commencé à acheter 2 véhicules d'occasion. À l'époque, vous savez, quand il y avait les booms là, des véhicules d'occasion, j'ai acheté j'ai acheté 2 Toyota Carina 3 à l'époque, je crois, 2 millions, 2 millions. Oui, 2 millions, 2 millions.
J'ai mis ça en taxi. Ces véhicules me rapportaient à peu près 25 000, 24 000 jours. Mais en fait, ça rapporte plus. Mais vous savez, les chauffeurs. Et je n'ai eu exclusivement que des chauffeurs gabonais parce que j'estimais qu'il fallait, pour aider dans le pays, il fallait que je permette à des Gabonais d'avoir voilà, un emploi, des sources de revenus. Mais je peux vous assurer que pendant des années, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Hein. On vous ramène tranquillement la recette pendant un mois, le mois suivant, allez, la recette c'est pour lui, où il prend la voiture, vous apprenez qu'il est à Chibanga, il fait le clando. Je vous dis que j'ai tout vu avec les Gabonais, hein. Je n'ai pas eu de chauffeur ou d'employé étranger, que les Gabonais. Donc du coup, j'ai diversifié mes sources de revenus. Pourquoi je vous fais cette genèse? C'est parce que je n'ai jamais cru en la politique. Je n'ai jamais cru que pour s'enrichir, il fallait être à côté d'un homme politique, il fallait. Quand je suis rentré au Gabon, une amie d'enfance, China Dupont, China Donia, hein, qui est ici en France, était membre d'une ONG des filles de femmes qui avait récupéré Miss Gabon, tout ça, tout ça. Déjà, ce qu'il faut dire que moi, quand je rentre au Gabon en 2010, ça fait de nombreuses années que je n'avais pas mis pied au Gabon. Si ce n'est, bon, les vacances, juste peut-être un mois et puis je repars. Donc le Gabon, là, honnêtement, je ne connaissais pas. J'étais parti du Gabon adolescent, au collège, machin, donc je ne connaissais plus vraiment le Gabon. Et c'est comme ça que j'ai réalisé pour cette ONG des filles de femmes la minute de la Miss, que vous avez certainement vu à l'époque, Miss Gabon. C'était une espèce de making-of, qui montrait ce que Miss Gabon, enfin ce qui se passait la journée et tout. Ah tiens, il y a David Claveru qui est même connecté, un grand technicien de Ospro, avec qui j'ai travaillé aussi, et qui sait de quoi je parle. Et donc voilà, donc c'est comme ça que de fil en aiguille, je me suis fait des contacts et autres, et j'ai continué à avoir mon carnet relationnel. Et il s'avère aussi que dans ces relations, souvent un ministère vous appelait, ah, il faut venir filmer une conférence, il faut venir faire ci, il faut venir faire ça. Donc c'est comme ça en même temps que j'ai commencé à faire tout le Gabon. À faire, je vous dis, tout le Gabon, village par village, et à voir les réalités de ce pays. C'est comme ça que Staline, mais je ne peux pas crier, d'autres me disent le volume est bon, toi tu me dis augmente le volume, je ne sais pas quoi faire, je remets l'oreillette ou bien, je ne sais pas là. Donc c'est comme ça que tantôt, parce que j'avais aussi mes contacts de l'étranger, parce que ce qu'il faudrait que vous sachiez, c'est que étant au Gabon, je continuais à réaliser des productions pour la France. Par exemple, je vais vous dire que pour Canal, avant que Canal ne vienne au Gabon, il y a beaucoup d'éléments que je réalisais. Il faut savoir que lorsque vous avez des chaînes comme National ou Planète et qu'elles ont besoin pour un documentaire d'images, par exemple, de la vipère du Gabon ou de je ne sais trop quoi, là c'est un exemple que je vous donne, ben, ils s'adressent à des techniciens sur place qui ont la technicité, qui ont le matériel qu'ils utilisent. Donc c'est comme ça que je faisais pour vivre. Tant mes marchés à l'extérieur, tant les marchés sur place, bon, beaucoup, ben non, le volume est bon, ok. Donc, c'est comme ça que je faisais pour vivre. Je n'avais pas besoin d'un homme politique ou je ne sais trop quoi. Je n'avais pas besoin d'être un porteur de valise. Et je vous l'ai dit plusieurs fois. Malika Bongo, qui était propriétaire de l'ONG des filles de femmes à l'époque, tout ça, m'avait fait asseoir, m'avait fait venir à la sablière là-bas en me disant, oui, écoutez, monsieur Rikoula, vous êtes quelqu'un de discret, vous ne faites pas de politique, j'aimerais que vous travailliez pour moi, j'aimerais que vous rentrez au PDG. Et je lui avais dit, non, président, parce qu'on l'appelait président de défi de femmes, je lui avais dit, non, président, vraiment, je comprends, mais je ne suis pas intéressé par la politique, voilà, j'ai mon entreprise et je préfère rester dans ça et autres. Et cette dame l'a compris. Cette dame l'a compris et elle ne m'a jamais mis de pression pour quoi que ce soit. Je n'ai jamais été son employé, jamais été au PDG. Ça a été une cliente parmi toute la clientèle que j'avais dans le monde entier et autres pour des filles de femmes. Et c'est ça que le petit là que vous connaissez avait commencé à apprendre en disant j'étais dans le système, je travaille à la présidence de la République. Mais depuis qu'on a sorti ça, j'ai demandé toujours à ces gens-là, montrez-moi une photo de moi à la présidence. Montrez-moi même un bulletin de salaire à la présidence. Donc c'est pour vous dire, vous voyez, beaucoup ne sachant pas qui je suis,
Quel est mon parcours? Quel est mon mindset? Quels sont mes diplômes? Quel est mon parcours? Beaucoup se sont lancés à me diffamer. Et vous savez, à un moment, vous vous dites, bon, je zappe, je zappe. De toute façon, ça ne me fait rien, on peut raconter. Mais le problème avec la diffamation, c'est que lorsque vous laissez certaines choses dites, mais pour beaucoup, ces faussetés deviennent des vérités établies. Pour beaucoup, ils se disent, mais non, s'il ne riposte pas, s'il ne dit pas, c'est parce qu'il a des choses à se reprocher, c'est parce que, c'est parce que. Et ça, je vous le dis, c'est ce qui justifie ma sortie cette semaine et tout ce que vous avez vu. Nous avons tous vu Armel Mikala dans un projet ou quoi de permis de conduire pour 500 Gabonais. Voilà ces mêmes Gabonais, parce qu'il faudrait que vous compreniez comment nous, activistes, lanceurs d'alerte, comment nous fonctionnons. Nous avons des personnes au Gabon qui, lorsque quelque chose ne va pas, nous informent. Ah, mon frère, voilà telle situation. Je vous ai parlé par exemple tout de suite au début du live du problème qu'il y a avec le cabinet de maître Suzanne Ogoula Kondouari. Est-ce que moi je suis à Egoumi? Est-ce que je suis au Gabon? Non. Mais c'est des informations qu'on nous donne. Mais lorsqu'on nous donne des informations, et moi encore, parce que j'ai une formation dans le domaine audiovisuel, et vous savez que dans l'audiovisuel, lorsqu'on produit des éléments, il faut s'assurer que ce que nous produisons soit quelque chose de vrai, soit quelque chose d'inattaquable. Vous avez vu, j'ai fait les films pour France 24, pour TV5, pour la télévision suisse romande, pour Complément d'enquête, pour France 2. Est-ce que vous savez qu'avant qu'on ne produise quelque chose, on recueille d'abord le maximum d'informations. On cherche à savoir si une information est vraie. Ce n'est pas parce que tu viens me dire que la personne a fait ci que je te prends pour argent comptant. Je vais derrière, je cherche, je creuse. J'essaye de recouper l'information, d'avoir des témoignages convergents ou divergents. Ensuite, je regarde sur l'aspect juridique. En faisant ça, qu'est-ce que ça implique, etc., etc. Une fois que j'ai tous ces éléments, là maintenant je peux travailler, je peux diffuser. Et je pense que depuis que vous me connaissez, vous avez vu qu'à chaque fois que j'ai ouvert ma bouche pour un sujet, c'est parce que j'avais tous les éléments derrière. Vous avez vu que lorsque j'étais au Gabon, lorsque je parlais de pollution, de machin, vous avez déjà entendu tous ces gens-là sortir dire que je racontais des histoires, du moins officiellement. Ils le disaient, oui, dans les soum-soum, mais officiellement, vous les avez entendus dire. Parce que lorsque je sors, je m'assure d'avoir des éléments de preuve, des éléments concrets. Point barre. Et c'est dans ce sens que vous avez vu que toutes ces chaînes internationales m'ont suivi. Voilà pourquoi toutes ces ONG internationales avec qui je travaille me suivent, parce qu'elles savent que je ne suis pas quelqu'un qui agit par rancœur, par vengeance, ou parce que je cherche de l'argent, ou parce que. Non. Les 1 million qu'on fait miroiter à certaines personnes, je gagnais ça moi naturellement x10. Je vous ai dit, j'ai eu moi. Le dernier marché que j'ai eu au Gabon, c'était pour une campagne publicitaire d'Airtel que vous avez vu, mais vous ne saviez pas que c'était moi. J'avais 20 millions. J'ai eu 20 millions. Et même là, dans les 20 millions, comme je vous ai expliqué, la corruption au Gabon est telle que c'est toi qui as le marché. On te fait une avance. Mais pour récupérer ton argent, on bloque. Donc, si tu ne laisses pas tomber 2, 3, 4 millions, allez, on te balade comme ça. Et comme ils ont leur gens dans les tribunaux et autres, tu peux faire comme ça des années. Donc, à un moment, tu te résous, tu te dis, bon, ok, c'est moi qui ai travaillé, mais c'est vous qui mangez, d'accord, prenez 3 millions, donnez-moi le reste. Voilà moi ce que j'ai vécu. Je l'ai vécu. Donc, vous comprenez que lorsque vous vous êtes construit, que vous avez été intègre, et que des personnes comme ça, par méchanceté, par jalousie, veulent vous salir, oui, naturellement, vous sortez pour donner des explications dans les détails. Donc, Armel Mikala a été empêtré dans une affaire de permis, de quoi, je ne sais pas, c'est lui qui était là-bas. Mais ce que je sais, c'est que j'ai reçu des audios de ces Gabonais qui étaient là-bas avec Armel Mikala, et dont Armel Mikala leur a dit qu'il a reçu 10 millions, non, qu'il a reçu plus de 10 millions de la part du général Oligui pour les permis. Je peux vous faire écouter cet audio parce qu'aujourd'hui, Mikala me porte plainte pour diffamation devant la justice. Je dis, Armel, écoute, toi-même, les Gabonais, écoutez. Aussi simple que ça. Donc, et il dit dans cet audio à tous ces gens-là que,
Oui, il y a eu plus de 10 millions, mais moi j'ai remis au ministre des Transports 10 millions. L'argent qu'il y avait au-dessus, là, le surplus, c'était pour moi, c'était pour mes choses. Voilà ce qu'Armel Ferriz a dit. C'est là où moi je fais une sortie. Je dis, mais Armel, toi comme moi avons combattu la malgouvernance. Aujourd'hui, nous reprochons au général Oligui les choses louches. La famille, tapotez, mettez des cœurs, s'il vous plaît. Parce que je vois que ça commence à bloquer. Et en général, quand je me vois bloqué, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de signaler. Donc, sur TikTok, ils sont plus actifs. Si vous, sur Facebook, vous ne pouvez pas tapoter, je coupe Facebook, je vais sur TikTok. Sachez que ce n'est pas parce que vous allez tapoter sur... euh, euh, qu'est-ce que j'ai fait? Sachez que ce n'est pas parce que vous allez tapoter sur Facebook que le pouvoir saura que vous avez tapoté. Ça ne marche pas comme ça. Donc, n'ayez pas peur. Donc, c'est comme ça que Armel Ferry, je lui ai dit, mes frères, moi, je ne suis pas en train d'accuser de te dire que tu as volé 60 millions. Oh, moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que j'ai tes audios. Et il faut arrêter dans ces pratiques. Parce que c'est ça aujourd'hui qu'on reproche au général Oligui. L'argent sort, on ne sait comment. Mais après, on se rend compte qu'on ne peut pas envoyer Yann Ngonga dont ils ont détruit la vie. On ne peut pas l'envoyer se faire soigner. Hein, parce que la CNANGES n'a pas d'argent, l'argent a disparu. Mais l'argent est parti où? Le même argent qu'on prend pour organiser les cérémonies bidons du CTRI. Donc, c'est ce que je lui ai dit. Et Armel Ferriz, dans sa sauvagerie, parce que vous savez, c'est un petit très impoli, hein, très impoli. Dans sa sauvagerie, fait un live le lendemain, parce que, oui, il avait fait un live où il a insulté copieusement Franck Bizeki, il a insulté, insulté, très impoli comme il est, oubliant qu'aujourd'hui, il n'est plus activiste, mais il est plutôt conseiller d'un ministre. Mais si ce n'est conseiller officieux ou homme à tout faire du général Oligui, il semble avoir oublié. Donc le voilà qui se met à se comporter toujours comme un activiste, insulter, machin. Donc j'ai reposté, j'ai fait quelques commentaires. Ah non, il ne fallait pas. Armel Ferriz, le lendemain, a fait maintenant un live sur moi. Korekula, tu me parles, c'est pas tu es venu prendre l'argent là chez Oligui? Est-ce que c'était budgétisé? Est-ce qu'il y avait une ligne machin, quoi, tout ce qu'il est insulté. C'est comme ça que j'apprends même que, oh, voilà, oh, j'ai marge au palais, oh, j'ai marge au dialogue, qu'on me payait tous les jours au dialogue. Il a sorti tout ce qu'il a voulu sortir. En fait, j'en ai rigolé. Parce que je me suis dit, oh, mais voilà quelqu'un qui est d'abord dans un... Qui met ça dans leur chambre. Non, laisse après, ils vont venir faire le bénéfice. Donc je me dis, voilà quelqu'un qui, au lieu de montrer patte blanche, cherche encore d'autres problèmes. Moi, c'est normal que je vienne critiquer. C'est quoi, tu veux déjà... Tu veux ensemble? Non, il n'y a pas son dimanche. Mais là, tu veux quoi? Pour venir là, mais tu sais que je suis en live. Non, moi, je passe au dimanche pour qu'on est plus. Hein? Je parle de Yamina, pas des petits. Ah, et vous allez rester dans ta chambre. Ok. Donc, désolé, c'est ma fille qui va parler avec ses amis. Donc, voilà pourquoi en même temps, je dis, quand je fais des lives, c'est avec le soutien de ma famille, c'est voir pourquoi je ne peux pas être injurieux, impoli. Bref, ça c'est la petite parenthèse. Donc, voilà comment il laisse là-bas son problème. Allez, il vient, il m'insulte copieusement avec toute l'impolitesse possible. Il vient sortir de « Oh, je suis corrompu, que je suis allé ramasser l'argent chez Oligui. Là, ça ne m'a pas gêné, mais quand c'est lui, ça gêne, ça. » J'ai rigolé toute la journée. Avec mon épouse, avec les autres, on rigolait. J'ai dit, bon, écoutez, ça fait quand même longtemps que j'ai parlé de cette affaire sans fournir des éléments de preuve, mais cette fois-ci, je vais le faire. Donc, c'est comme ça que, vous vous rappelez, je vous avais dit ceci, je vous avais dit que lorsqu'il y a eu le coup d'État, je n'ai pas cru à ce coup d'État. Je savais que soit la France était derrière, soit c'était un arrangement, parce qu'eux-mêmes avaient conscience que si Noureddine et Sylvia restaient, nous serions en guerre civile. Donc, eux-mêmes savaient qu'il fallait faire quelque chose. Mais néanmoins, je dois reconnaître que le simple fait, même si c'était une révolution de palais, le simple fait que ce n'était plus un bongo et ça clique qui était au palais, pour moi, c'était quand même un soulagement. Voilà ce que j'ai toujours dit, hein. Mais là, ils sont là. Rien n'est effacé.
Et plusieurs mois après, nous avons observé, nous disons non, bon, on accorde le bénéfice du doute, on observe, on observe. Mais voilà, sans plus. C'est comme ça que plusieurs mois après, déjà tous les mois, là, plusieurs me disaient, oh non, il faut rentrer. Je me rappelle, Stéphane Zang m'avait contacté en me disant, non, Bernard, voilà, les choses ont changé, patati patata, hein, il faut qu'on rentre. Si on rentre au pays, tu penses que tu peux faire quoi, etc. J'ai dit à Stéphane Zang, j'ai dit, mais Stéphane, moi j'ai mon métier. Au Gabon, je n'ai jamais souhaité devenir fonctionnaire. J'ai mon entreprise qui aujourd'hui n'existe plus. Tu connais les raisons. Donc, rentrer au pays, oui, mais je vais rentrer d'abord au pays comment? Moi, j'ai mon entreprise. Ces gens-là me doivent. J'ai remporté au palais de justice mon affaire. Au greffe de commerce, comment dire, au greffe de commerce, mon dossier est bloqué. Plusieurs fois, sous Ali, les services de renseignement m'ont appelé pour me dire arrête de taper sur Ali, Perenco va te donner ton argenté 300 millions. Mais plusieurs fois, je leur ai dit aussi, mais où est le rapport entre Gabon 24 et Perenco? Rappelez-vous aussi, et je parle là, je cite les noms, je vais citer Georges Paga, je vais citer Philippe Akenenge, l'ancien député d'Omboué. Allez-y leur poser la question si le palais, si Sylvia à l'époque n'a pas proposé 6 milliards pour qu'on se taise. Ces 6 milliards devaient servir pour les populations des Timboué et une partie devait nous servir pour nous, pour fermer la bouche. Allez-y leur demander, j'ai cité les noms, non? Vous qui dites que oh, je cherche les nominations ou l'argent, mais on m'a proposé les milliards, hein, les amis, ce n'est pas vos histoires, oh, le Congo, ça, je cite des noms. S'il y a des journalistes d'investigation dans ce pays, allez-y. Allez-y. Je regrette d'avoir m'immiscé Edima. Quand on veut jouer les bandits, on va jouer les bandits ailleurs, Edima. Je te bloque et tu vas aller raconter tes bêtises ailleurs. 2 secondes. Hein. Voilà. Il est où? Roger Mavungu. Voilà un autre Feman qui pensait qu'il pouvait m'avoir. Écris encore un commentaire là, je te bloque tout de suite. Vous pensez dans ce Gabon que je suis votre moins cher. Et si tu veux que je fasse un live sur toi, Roger Edima Mavungu, tu me dis je le fais tout de suite. Tu veux jouer, venir jouer les bandits ici sur mon live. Si tu ne te respectes pas, je vais te traiter tout de suite. Fais encore un commentaire. Donc, oui, c'est comme ça que le palais à l'époque avait contacté Pierre-Louis Philippe Akenenge, qui était l'un des signataires de la plainte contre Perenco, hein, le député d'Omboué, le député indépendant, et Georges Paga. Et donc, c'est comme ça que moi, je dis à ces derniers, ben, écoutez, nous avons montré au public gabonais, au monde entier, les dérives de Perenco, les pollutions et autres. Bon, maintenant, si Perenco est prêt à s'engager, à faire en sorte qu'il n'y ait plus de pollution à cause de leur négligence, si Perenco s'engage à dédommager les habitants et autres, mais qu'il le fasse de façon officielle. Que ça se passe, qu'ils disent officiellement, oui, bon, nous reconnaissons, voilà, etc. Et nous sommes prêts à réparer nos fautes. Que ça se fasse officiellement avec les avocats que nous avions, qu'ils disent, bon, voilà, il y a tant de milliards qui sont destinés aux populations et pour le travail de la société civile, nous estimons que, bon, voilà, mais que ça se passe officiel. Voilà, moi, ce que j'ai dit à Georges Paga et au député Akenenge. Juste après ça, quelques jours après, j'ai dû quitter le Gabon. Parce que c'était le toupet suprême que j'avais fait à Sylvia et à ses gens. Maintenant, aujourd'hui, je vous dis, pour tous ceux-là qui disent « Oh, tu as fui le Gabon », pour tous ceux-là qui disent « J'ai fui le Gabon », ces gens ont voulu véritablement finir avec moi. Déjà avant ça, ils ont tenté de s'en prendre à moi.
C'est mon gardien à l'époque au charbonnage qui avait été poignardé. Ça a commencé par les menaces, les filatures, les menaces, les commandos qui sont venus casser chez ma mère et autres. Les images sont là ou bien vous avez oublié? Ça a commencé par identifier où j'avais même marché. Vous savez, j'étais arrivé à un point au Gabon où pour vivre, c'est maintenant les mariages que je filmais. Parce que les gens, les entreprises avec qui je travaillais avaient peur que le gouvernement en place sache qu'elle travaille avec moi et autres, parce que c'était perçu comme étant un défi contre le pouvoir de Noureddine et autres. Voilà ce que j'ai subi quand les gens viennent parler, ouvrir leur bouche. Le bailleur où je vivais au charbonnage m'a fait comprendre que son beau-fils ou quoi travaille à la douane, les menaces, ça commence à nous chercher des problèmes, mon épouse et moi. Quand je vais en mission dans les Rambouilles, j'apprends là-bas que sa fille est venue menacer, machin. Je dis, bon, c'est pas grave. Je vivais dans mon bureau, parce que les bureaux que j'avais construits, aménagés, j'avais toutes les commodités. Donc moi, je vivais maintenant dans mes bureaux. Ma femme, mes enfants vivaient dans ma chambre d'enfance, chez ma mère. Maintenant, vous comprenez pourquoi ce fameux commando est venu tout détruire chez ma mère. Vous qui parlez, qui ne savez pas. Donc, voyant que malgré tout ça, je continue à vivre, parce qu'il faut savoir que lorsque vous filmez un mariage, un week-end, par exemple, vous prenez vendredi le coutumier, samedi, dimanche, le civil et la remise de la femme officielle, bam, vous avez pointé 500 000. Donc, rien qu'avec un seul mariage dans le mois, je pouvais quand même tenir les deux bouts. Mais vous comprenez que plus ce pouvoir faisait tout pour nous casser, plus je trouvais des palliatifs, des solutions, etc., etc. Au point où, et je ne vais trahir un secret pour personne, au point où des gens, au moment où ils voulaient finir avec moi, des gens m'ont appelé pour me dire « Sors vite de chez toi ». Et si vous connaissez la configuration de la cité Kalika, à l'époque, vous aviez une forêt qui donne au jardin botanique, qui donne directement au camp de Gaulle, etc. C'est comme ça que je me suis retrouvé. Je me suis dit, là, les seuls qui peuvent me protéger, c'est peut-être la France. Donc je vais au camp de Gaulle. Pendant 2 heures, la DGSS française, les services de renseignement français m'interrogent. Je leur explique. L'ambassade de France, au départ, leur dit, bon, on va envoyer un véhicule pour l'emmener en sûreté à l'ambassade. 1 heure après, c'est un haut gradé français, un gendarme. Parce que vous savez, au camp de Gaulle, il y a plusieurs services de renseignement et de police, de gendarmerie. Donc là encore, interrogatoire pendant 1 heure. Et là, ils reçoivent un coup d'appel de l'ambassade de France qui leur dit de me jeter dehors. Eux-mêmes, ils sont dépassés, ils ne comprennent pas. Les 2 agents de la DGSS française me donnent des conseils. Me disent, bon, écoutez, vraiment, mais voilà ce qu'il faut faire, faites attention, etc. Voilà, ils me donnent des conseils. Bref, par des moyens détournés, j'arrive à l'ambassade de France. J'arrive à l'ambassade de France, ils font sortir, oh non, il y a des gens costauds. Voilà un gendarme français là-bas, géant, costaud sérieusement, qui prend mes papiers, qui me dit que je ne peux pas rentrer, ils ne peuvent pas me protéger. Il me raconte une histoire à dormir debout. C'est comme ça que je me rends compte que là, il y a quelque chose de pas clair. En fait, tout était mis en œuvre pour que j'aille en prison ou pour que je sois éliminé. Et donc, quand je comprends ça, c'est là l'époque où je fais appel à ce jeu, préviens Stéphane Zing, les Grey Geno, etc., etc. Et je me dis, bon, si je vais à l'ambassade de l'Union européenne, c'est la France qui gère. C'est comme ça que j'arrive. Je vous dis vraiment, je vous passe les détails, comment je faisais pour passer inaperçu et autres. C'est comme ça que j'arrive à l'ambassade des États-Unis. C'est l'ambassade des États-Unis qui me protège, qui appelle l'ambassade de France, le consul, qui leur font comprendre que voilà la situation, pourquoi. Et c'est comme ça que le soir, dans la nuit, on organise une rencontre au consulat de France avec les officiels. Et ils me font clairement comprendre qu'ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas me protéger. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Parce que les gens parlent, ils pensent que voilà, c'est les conneries, j'apprends que j'ai fouillé à cause des plaintes de gamins, il y a l'Anzel ou je ne sais trop quoi, enfin ce genre de conneries. C'est comme ça que beaucoup, Bob, Greg, Geno, tout ça m'ont dit, frangin, on vient de perdre déjà Mambo Kinga. Tu n'as rien à prouver, on sait que tu es courageux, mais là, mets-toi d'abord en sûreté. Je vous sors des noms, je parle là de Greg Geno, demandez-lui si ce que je dis est faux.
C'est Greg Geno qui a appelé les privants Gomo, etc., etc. C'est comme ça qu'elle me dit, écoute, quelqu'un va t'appeler. Quelqu'un m'appelle, je ne sais pas c'est qui. J'étais là totalement paniqué, abandonné. Et c'est comme ça que quelqu'un, je ne vais pas citer le nom, vient me prendre. On tourne, machin. Bref, j'arrive quelque part, je me rends compte que je suis chez Privant Gomo. Non, je ne me justifie pas à la famille. C'est parce que il faudrait que vous sachiez quel est mon parcours. Il faudrait que vous sachiez pourquoi aujourd'hui j'ai soif de justice dans mon pays. Parce que certains font passer cette soif de justice par une envie de poste ou une jalousie envers qui que ce soit. Vous savez, quand vous ne savez pas d'où vous venez, ou quand vous ne savez pas d'où vient quelqu'un, vous avez du mal à comprendre sa psychologie, à savoir ce qu'il pense, d'où il vient et où il veut aller. Voilà pourquoi je prends le temps de vous expliquer. C'est comme ça que là où je suis, caché, c'est l'une des chambres de l'une des sœurs de Privant Gomo, etc. C'est la maman de Privant Gomo que vous avez vu quand on l'a tenté de le kidnapper à l'époque en 2023. C'est la maman de Privant Gomo qui s'est occupée de moi jour et nuit. Quand elle s'est occupée de moi, elle n'a pas vu que je ne... Quand elle s'est occupée de moi, elle n'a pas vu que j'étais d'une ethnie différente. Elle a vu tout simplement un combattant pour la liberté de ce pays. Elle a vu tout simplement quelqu'un qui, à l'époque aussi, quand son fils était en prison, militait, combattait pour que son fils sorte. Voilà pourquoi je vous dis souvent, c'est la petite parenthèse, ceux-là qui veulent diviser le Gabon par le tribalisme, comprenez qu'il n'y a pas de tribalisme au Gabon. Il y a des poignées d'extrémistes. C'est comme ça que de là où j'étais, la France insoumise ici, ça fait un tapage, ça a questionné la ministre des Affaires étrangères ici de l'époque, je crois que c'était Madame Colonna ou quelque chose comme ça, sur mon sort. Ça fait un tapage, l'ambassade de France a pris peur. L'ambassade de France a pris contact avec ma femme, a pris contact avec ma mère. Que non, en fait, c'est un malentendu, machin, que je peux sortir de là où j'étais caché, machin. Parce que ça avait fait un tapage tel que même la Young Team avait pris peur. C'est comme ça que Bernie Nyamankala du CEDOC a envoyé un de ses éléments qui était un ami d'enfance, quelqu'un avec qui j'ai grandi. Il l'a envoyé chez ma mère, avec ma femme. Il est allé dire non, que Bernard sort de là où il est, c'est un malentendu, blablabla, blablabla. Hein? Je vous parle, je vous donne des détails que je ne vous ai jamais donnés. À aucun moment, il n'a été question des histoires de « oh, j'ai fui à cause de la plainte de gamins Yalanzel ». Mais les gamins, les machins, c'est qui? Tout ce que j'ai affronté au Gabon, la Yunting, les déferments, les machins, là, c'est gamins Yalanzel pour je ne sais trop quoi, là, qui devait me faire fuir au Gabon. Donc, c'est comme ça que, au final, donc pendant ce temps, avec des ONG qui me suivaient, avec les concours d'autres membres de la société civile, j'ai pu obtenir un financement d'urgence, 2000 € pour pouvoir quitter le Gabon. Grâce à Patrick Oyabi, je vous le dis, je devais utiliser un réseau de la société civile, mais je ne l'ai pas pris. Pour moi, c'était... non. Et donc, Patrick Oyabi, qui entre-temps aussi, lui, vu certaines choses, qui avait fui, qui étaient au Tchad, etc., m'a un peu un circuit. Et c'est ce circuit que j'ai utilisé pour quitter le Gabon. Et je vous l'ai dit, je vous ai montré la photo, qu'à un moment, pour quitter le pays, j'étais dans un corbillard avec un cercueil, je vous ai montré la photo. Et grâce à des policiers du Gabon intègres, il y a beaucoup de choses. C'est comme ça que j'ai pu quitter le Gabon, rejoindre le Cameroun. Oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis le live. Non, je suis dans ta chambre, là, tu me déranges. Viens faire un coucou si tu veux. C'est trop pointu. Les gens me disent, fais un coucou. Tu veux passer? Ma jumelle. Les gens qui disent, ah, faut pas exposer les enfants. Non, les amis, je n'expose pas, je vis normalement. Et je refuse à quiconque de me faire vivre dans la terreur, ni moi, ni mes enfants.
Et si la terreur, ils veulent l'employer, mais je vais aussi employer la terreur sur leurs enfants. C'est aussi simple que ça. Donc nous vivons normalement. Bien sûr, en prenant nos mesures de sécurité, mais bon, bref. Bon, c'est bon, parle maintenant. Oui, en plus d'être... ma fille, c'est ma potesse. Oui, parle maintenant. Donc, voilà pourquoi je vous dis aussi souvent que je ne peux pas, déjà, ce n'est pas mon éducation, d'être dans l'invective, dans les insultes, parce que quelle image je vais donner à ces enfants? Quelle image je vais donner à ces enfants si je baigne dans la corruption, dans le vol? Non, je leur inculque le respect et gagner sa vie par le travail. Bref, on ferme la parenthèse. Écrivez ça, comme dit mon frère, mon grand frère Bob Mango. Donc je disais que c'est comme ça qu'au final, ces ONG, et je peux vous citer les noms, Frontline Defender, c'est une ONG internationale, Frontline Defender m'a octroyé un financement d'urgence de 2000 dollars ou 2000 euros, je ne sais plus. C'est grâce à ça que j'ai pu organiser ma sortie du pays, acheter un billet d'avion et sortir du Cameroun, de l'Afrique par le Cameroun. Et même là, j'étais signalé, mais comme j'avais usé, parce que vous savez, on nous apprend des techniques, hein. C'est comme ça que j'ai pu quitter. Ils ont été juste stupéfaits de me voir arriver en France. Et pour vous dire que dès que j'arrive en France, les autorités françaises m'ont bloqué à l'aéroport. Pourquoi? Jusque-là, je ne comprenais pas pourquoi la France me bloquait. Pourquoi la France a refusé de me protéger. C'est quelques semaines après que j'ai compris qu'en fait, l'ambassadeur de l'époque, les autorités de l'époque, mais c'était tout simplement, voilà, blanc, bonnet blanc avec Périnco. Sylviane aurait dit non décoré le directeur général de Périnco. Où ça? À l'ambassade de France. Donc vous comprenez que la même ambassade ne pouvait pas protéger celui qui leur mettait des bâtons dans les roues depuis des mois, depuis des années. Voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi je vous parle jusqu'à présent. Lorsque je sors de la France avec l'ONU, lorsque je vais en mission, comme il y a 2 mois, à l'ONU, je suis fiché S. Donc là, maintenant, avec l'ONU et mes avocats, la France doit nous expliquer pourquoi je suis fiché S. Parce qu'il faut savoir qu'on est fiché S que lorsqu'on a commis des actes terroristes, des actes qui vont à l'intérêt, contre l'intérêt de la France. Donc maintenant, est-ce que je suis fiché S parce que j'ai dénoncé les agissements d'une entreprise pétrolière? Mais si tel est le cas, bien la France va avoir chaud dans les tribunaux. Mes amis, ici c'est un pays de droit. Hein? Ce n'est pas parce que tu es président de la République que tu peux faire n'importe quoi. Donc quand vous entendez des gens dire « Oh, j'ai fui, oh pour ci, oh pour ça », mais est-ce que ces gens-là ne disent pas aux Gabonais, mais que Rekula, à cause de ses parents, est né français, est né en France? Est-ce que Rekula, depuis avant même qu'il ne soit activiste, ne venait pas en France en vacances, même avec sa femme? On ne vous dit pas ça. Bref, c'est comme ça que je me suis retrouvé ici. C'est grâce à un couple franco-gabonais qui m'a été mis en contact par quelqu'un de la société civile à l'époque, qui m'ont hébergé avec ma famille pendant 1 mois. Et je me suis battu parce qu'il faut savoir qu'ici en France, vous ne pouvez pas avoir un logement si vous ne travaillez pas. Je me suis battu, au bout de quelques semaines, j'ai été employé dans la chaîne de restaurants Hippopotamus. Je ne sais pas si vous connaissez. Et là-bas, j'ai fait commis de cuisine. Demandez à Greg Geno, à Bob Le Fou, tout ça. Ils étaient informés parce que vous savez, dans ces choses, il faut toujours informer 2 ou 3 combis, 2 ou 3 personnes. J'ai fait commis de cuisine. J'avais en net, j'avais à peu près 1800, 1900 euros de salaire. Dès le premier mois, j'ai pu avoir une maison, machin, prendre mes enfants, etc., les mettre à l'école et autres, et autres, et autres. Au sortir de là avec France Travail, l'équivalent de l'ONE, j'ai passé une formation pour faire une mise à jour, une mise à niveau de mes connaissances, parce que dans mon cursus universitaire, j'ai fait de la finance, marché des capitaux, de la banque, assurance et autres. Et c'est comme ça que j'ai atterri à la Banque Postale, à Lyon, au niveau des grands comptes. Pareil, là-bas, j'avais un salaire proche de 2000 euros net. Et à la suite, en quelle année? C'est quoi? La Banque Postale, c'était quand? C'était les vacances 2023.
Oui, les vacances 2023, juste avant les élections. Et avec les élections, vous avez vu, quand Ali a décidé de ne pas nous renouveler, de nous interdire de voter la diaspora, je me suis levé, j'ai demandé aux Gabonais de se lever parce que voilà, ils violaient nos droits. J'ai demandé aux Gabonais qu'on se retrouve à l'ambassade du Gabon pour voir si effectivement nos noms ne sortaient pas dans les listes. C'est comme ça que je vais à l'ambassade, je suis en direct. Laurence Dong et Stéphane devaient me rejoindre, mais ils avaient du retard, selon ce qu'ils me disaient. J'arrive à l'ambassade, on me fait entrer dans la cour, et quand ils se rendent compte que je filme, allez, bam, ils commencent à m'agresser. Bref, je me suis retrouvé avec le pied quasiment cassé, les ligaments du genou gauche complètement coupés. Et donc, ils étaient 4, ils ont tout fait pour voilà. À un moment, ils ont voulu me séquestrer dans l'ambassade, moi j'ai tout fait pour sortir. C'est cette image que vous voyez sur YouTube, là, jusqu'à présent, vous pouvez voir cette image. Et donc, quand la police arrive, parce que je criais, appelez la police, ils veulent me séquestrer, tout ça. Et quand la police arrive, parmi les gars, il y avait un qui s'était blessé ou je ne sais trop quoi. Donc la police arrive, elle voit mon état, plus d'habits, machin, j'arrivais plus à tenir debout. C'est comme ça qu'elle appelle les pompiers. Les pompiers voient la situation, m'amènent aux urgences. Arrivé aux urgences, j'apprends que je suis en garde à vue parce que le gars qui s'était écorché au nez ou quoi avait porté plainte contre moi. Donc, des urgences, on m'a transféré directement en cellule. Ceux qui disent, ah, qu'est-ce que tu as fait pour le Gabon? Voilà. En plus de ce que j'avais fait déjà au Gabon, du tour de France avec l'ONG Survie pour montrer la mauvaise gouvernance, les pratiques du Gabon. Voilà dans ma chair ce que j'ai commencé à faire, à subir ici en France. J'ai fait 2 jours de garde à vue. Ils m'ont accusé de plein de trucs. Hein. La ministre, Liliane Massavala a porté plainte, plein de trucs. Mais moi, je leur ai dit, c'est simple. S'ils disent que je suis venu, j'étais en direct. Mais allez-y, consultez ma vidéo en direct. Il y a les caméras de surveillance dans toute l'ambassade. Mais qu'ils fournissent, l'ambassade du Gabon a pris peur, ils n'ont pas voulu. Mes avocats aussi, comme ce n'est pas des petits avocats, ont insisté. J'ai dit, bon, écoutez, puisque vous voulez jouer à ça, j'entre en grève de la faim. Donc j'ai commencé à faire 1 jour, je ne mange pas. 2e jour, je ne mange pas. Finalement, les vidéos arrivent et les vidéos confirment ce que je dis. Le procureur de la République a ordonné ma libération. Quand on me libère, et en même temps, comme j'avais ameuté les journalistes à l'époque France 24, donc quand on m'embarque, tout ça, eux, les journalistes arrivaient, donc ils avaient vu ce qui s'était passé. Et donc ça commençait à jazzer. Le machin de Bonda, là, la commission a pondu un communiqué en disant c'est pas nous qui avons interdit à la diaspora de voter, c'est le gouvernement. Le gouvernement Mata a fait aussi un communiqué en disant c'est pas lui, c'est là. Ils se sont rejetés. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein. Et c'est comme ça qu'ils ont sorti un communiqué annulant complètement l'interdiction de la diaspora de voter. Vous qui parlez, Henri Koula, qu'est-ce que tu fais? Voilà déjà ce que j'ai fait, étant ici en France. Donc quand je sors, après 2 jours, sans m'être lavé, tout ça, même me brosser les dents, et là, avec maintenant les béquilles, etc., je suis à Paris, j'apprends que, oh non, mon nom est sorti à Bordeaux. Je n'ai même pas réfléchi. Sans me boucher, sans je sentais mauvais, j'ai acheté un billet de train, je suis allé à Bordeaux. Et c'est comme ça que nous avons voté. Mais entre-temps, jusque-là, le pouvoir en place ne savait pas ce que je faisais. C'est comme ça qu'ils ont appris que je travaillais à la banque postale, au CREC financier, au niveau des grands comptes et autres. Et là-bas, j'étais en période d'essai. Vous savez, le CDI ici, c'est une espèce de période d'essai. Et il me manquait 2 semaines pour conclure cette période d'essai. 2 semaines. Et rappelez-vous, j'avais même des photos, certains, j'avais même envoyé des photos dans mon lieu de travail, tout ça. Des proches, rassurez-vous. Et c'est comme ça qu'après mon ITT, parce que j'ai eu 2 semaines d'impossibilité de travailler, d'ITT, impossibilité temporaire ou de travailler, je ne sais plus, ouais, ITT. Et quand je reprends le boulot, donc avec vraiment tous mes collègues et autres, 2 jours après, la direction m'appelle, donc je suis au 4e, je vais au 7e, et on me dit, non, monsieur Rikoula, nous mettons fin à notre contrat avec vous. Je suis là, je tombe de nuit, je dis, oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Jusque-là, j'avais des félicitations, je travaille bien. Non, on ne me donne aucune explication. Mais au lieu de s'arrêter là, le patron, le directeur descend avec moi jusqu'à mon bureau au 4e, me demande de lui remettre toutes les accréditations. Les collègues sont là, hein. Je prends mes affaires, il m'accompagne jusqu'au rez-de-chaussée à la sortie.
comme un voleur, comme un malpropre. Je suis rentré, je dis, ouais, voilà ce que je subis pour ce pays. Ma femme était totalement abattue. Parce qu'entre-temps, pour la petite idée, comme je vous ai dit, je suis marié avec elle depuis 16 ans, 17 ans. Mais comme nous n'avons jamais souhaité vivre en France, nous venions les vacances, machin. Donc même les histoires de nationalité, là, j'ai toujours négligé ça. Donc, et elle et les enfants n'avaient pas la nationalité. Donc c'est comme ça que les autorités françaises nous emmerdent, nous ont emmerdés pour ça. Donc du coup, ma femme à la maison ne peut pas travailler. Ma femme, expert comptable. D'accord, les enfants. Mon fils qui veut me montrer ses enfants. Il est grand. Ils sont grands. Ok, bon, tout à l'heure, pas de bruit. Donc c'est comme ça que, elle ne pouvant pas travailler parce qu'on nous fait ça dur, c'était moi la source de revenus. Donc, je vous dis, les amis, quand vous me voyez déterminé pour que ce pays change, c'est parce que j'ai trop subi. Que ce soit au Gabon, que ce soit ici. Physiquement, moralement. Et vous voyez, de toutes ces années, je ne mangeais plus correctement. Je n'avais plus l'appétit, je grignotais, et je ne me rendais pas compte, je prenais du poids, je ne dormais plus. Et c'est comme ça que je ne comprenais pas en fait le changement de mon corps, le stress. C'est pour vous dire en fait que c'est comme ça que mon diabète s'est déclenché. Oui. Sachez que le diabète, pour le déclencher, vous avez plusieurs facteurs. Vous avez l'hérédité, vous avez les habitudes alimentaires et les habitudes sociales. Est-ce que vous mangez, vous prenez beaucoup de sucre, de sel, est-ce que vous faites du sport, est-ce que vous êtes stressé et autres? Voilà tout ce qui a déclenché mon diabète. Parce que déjà je l'avais, mon père l'avait, son frère l'avait. Mais Dieu merci, je me suis repris, vous avez vu, je vous ai dit, en 7 mois j'ai eu à peu près entre les injections d'insuline, de prise de sang, j'ai eu à peu près 1300, 1400 injections, comme vous voyez. Et Dieu merci, aujourd'hui, je vous dis, je suis délivré de ça. Je n'ai plus de traces de diabète dans mon sang. Mais je reste quand même sous surveillance, je respecte une certaine hygiène sportive, une hygiène machin. Mais voilà tout ce que ce combat, tout ce que ce régime a créé dans ma vie. Et là, je vous parle de moi. Je ne vous parle pas de mes frères et sœurs qui subissent, certains qui passent 2-3 mois sans salaire, dans l'administration publique gabonaise. Certains de mes cousins, parce qu'ils s'appellent Rekula et Christian, qui sont arrêtés, qui lorsqu'ils veulent voyager sont bloqués. Je ne vous parle pas de ça. Là, vous ne voyez que moi, ce que je subis. Mais derrière moi, là, vous ne voyez pas ça. Et vous comprenez pourquoi je vous parle de ça. Vous comprenez pourquoi je vous donne ces détails. Parce que c'est un lien à tout ce qui a été sorti pour me diffamer. Bref, je me suis repris et puis je me suis dit, bon, écoutez, j'en ai marre, je vais recréer mon entreprise. C'est comme ça que je me suis battu. J'ai vu des organismes ici. Vous savez, ici en France, ils ont compris que tout le monde n'est pas aussi forcément appelé à travailler pour X ou Y personne. Ils ont des organismes qui regardent lorsque la personne est diplômée, a une formation ou veut se reconvertir, on te finance. Donc c'est comme ça que j'ai contacté plusieurs organismes, l'ADI par exemple, et puis on a travaillé pendant plusieurs mois et ils m'ont financé 4 000 € pour acheter tout le matériel que vous voyez là, que je vous montre souvent. Ensuite l'Union européenne, 2 000 €. Ensuite ma banque aussi m'a accompagné, 12 000 €. C'est ça là que vous avez vu dans mon post d'hier. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, puisque les choses semblent changer au Gabon, et que les gens de la société civile, les Georges Paga, tous ceux qui marchaient avec moi du COPIL, à chaque fois me disent, non, c'est bon, tu peux rentrer, les choses ont changé. Donc, pourquoi pas partir, parce que mes bureaux qui avaient été détruits par les commandos sont restés en état, je me suis dit, mais pourquoi pas donc partir, si ma sécurité est garantie, pourquoi ne pas partir et voir comment relancer ma boîte? Mais cette fois-ci, ma boîte sera à cheval entre le Gabon, l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. Et pourquoi pas le continent nord-américain? Parce que c'est des endroits où je travaillais à l'époque, le Canada, le machin, tout ça. C'est comme ça que j'ai acheté mon billet d'avion, moi-même, grâce à ces financements, aller-retour.
J'ai acheté ça le 29 février, je crois, mon billet d'avion. Air France, aller-retour. Je devais partir le 7 mars et revenir 2 semaines plus tard, je crois le 21 mars, un truc comme ça. C'est ce que vous avez vu, j'ai publié là. Et en arrivant au Gabon, j'étais censé faire 2 semaines. Et je vous ai dit avant qu'au Gabon, je louais au charbonnage. Mais indépendamment, j'avais acheté des terrains, j'avais 3 terrains, un en Toum, un à Nzayong et un au Cap. Et stratégiquement, les terrains de Ntoum et de Nzayong, je l'entretenais, donc avec mon épouse, on faisait des plantations. Enfin, vous-même, vous voyez là où souvent avec mes débroussailleuses et autres. Et celui de Nzayong, le projet, c'était construire une maison en étage. Et je puis vous dire que rien qu'un soubassement de maison en étage, c'est pas moins de 5 millions. Donc, nous étions déjà au niveau de la deuxième partie quand tout ça est arrivé. Donc, je me suis dit, mais je repars au Gabon. Non seulement avec toutes les menaces politiques, je ne vais pas encore faire vivre ça à ma mère, mais en même temps, je vais aller où? Dans ma chambre d'enfant qui est devenue un débarras, un cagibi, tout ça. Et c'est comme ça que Justine Lekogo, que je pensais qui était toujours ma sœur de copine, c'est comme ça que cette dernière, qui a des accointances très très fortes avec le général Oligui, me rassurait en disant non, écoute, non, moi je te garantis ta sécurité. J'ai vu d'autres qui m'ont aussi garanti, oh, non, rassure-toi, Oligui veut fédérer tout le monde, donc il ne peut pas s'en prendre à vous. Regarde les Stéphane, regarde ceci, cela, machin, personne ne leur touche. Donc je me suis dit, bon, je vais quand même venir rappeler, vous, j'avais même fait un live en disant, je viens au Gabon et rien ne m'arrivera, parce que quoi qu'il en soit, j'avais aussi alerté tous ceux qui me suivent, toutes les ONG, les hommes politiques français aussi ici qui me suivent, l'ONU, etc. Et c'est comme ça que même en partant au Gabon, même pour sortir de la France, je vous dis fichier S, la France ne voulait pas que je sorte. Donc bloqué à l'aéroport, j'ai dû appeler les avocats, tout ça. C'est comme ça qu'au bout de 20 minutes, ils m'ont fait sortir. Ils ont accepté que je sorte de France. J'arrive au Gabon. Oui, je n'ai pas été arrêté, au contraire à l'aéroport. Ah, monsieur Rikoula, machin. Les gens de la police, hein, ah, monsieur Rikoula, machin, tout ça, tout ça. Bref. Quand j'arrive, j'étais logé, et c'est Justine Lekogo qui m'a orienté là-bas. Elle me dit non, pour la sécurité, machin, au Studio Plaza, c'est des appart-hôtels qui sont juste en face d'Ouyur. C'est là où j'étais logé. Et connaissant ma situation au Gabon, elle m'a dit non, écoute, je vais t'aider avec Geoffroy Fumboula, on a parlé, on a dit qu'on va te soutenir à hauteur de 400 000 francs pour ton loyer. Parce qu'il faut savoir que là où j'étais à plus de 75 000 francs jour, et sans compter la voiture, moi, que j'avais, que je louais, que je payais au moins 50 000 francs jour, sans compter le carburant, et la bouffe. Parce que vous savez que j'ai un régime strict. C'est ce que j'ai fait. Et c'est comme ça qu'au bout de quelques semaines, et en plus en arrivant aussi, Stéphane Zeng m'avait dit qu'il avait créé sa boîte de com, qu'il avait besoin de matériel. Et comme j'avais des caméras là que je n'utilisais plus, je lui ai vendu une caméra, des micros et autres à 500 000. Quand je vous ai dit qu'on a eu rendez-vous à ces bureaux et que là-bas, c'est autre chose aussi que j'ai vu. Ah, le Gabon là. Bref. C'est comme ça que j'ai financé mon voyage. Et également, la Justine, comme le pouvoir avait changé et qu'avec l'avocate avec laquelle je travaillais depuis des années, depuis que j'étais arrivé en France, nous avons monté un dossier lourd contre Perenco. Et je vous dis, mon avocate siège à la Cour pénale internationale. C'est comme ça que je dis à Justine, moi je veux rencontrer Oligui par rapport à Perenco. Ça discute, ça discute. Bref. C'est comme ça qu'au moment où l'autre, Stéphane, voulait que j'aille le retrouver dans le Wellington avec Osimhen, parce que j'ai tout fait pour le jeter, ça c'est une autre affaire, hein. Je vous parlerai d'Osimhen, parce qu'ils ont tout fait pour que j'intègre Osimhen. Tout. Jusqu'à m'apporter les voitures clés en main, tout ça, pour tout le monde séjour, pour machin. Bref, je reviendrai sur ça après. Si les gens... Voilà. Donc c'est comme ça que Justine m'appelle pour me dire, oh, écoute, le patron veut te voir demain. Parce que c'est ça, hein, eux, le code, c'est ça, c'est le patron. Donc si vous parlez avec eux au téléphone, il ne faut pas dire Oligui, eux, c'est oh, le patron. Donc c'est comme ça qu'elle me dit, oh non, le patron veut te voir demain. Oh, chez lui, à côté du palais. Je dis, ah bon, ok. Avant de partir, j'appelle Franck, j'appelle Aimé Victor. Je leur dis, ah, Oligui souhaite me rencontrer. C'est surtout pour l'affaire du pétrole. Franck
mais surtout Aimé Victor m'a donné des conseils. Il m'a dit, écoute, va, fais attention à toi, je te sais intègre et tout. Hein. Aimé Victor m'a donné des conseils. Oh, oh, oh. Je dis, ok. Je suis parti. Quand je suis parti, bon, je vous passe certains détails. Je vous passe certains détails. Les gens que j'ai vus sortir avec les enveloppes d'argent et autres, je vous passe ces détails. C'est pas important. Bref, Oligui me reçoit. Quand il me reçoit, il y a le directeur des hydrocarbures que lui-même a nommé, qu'il allait chercher, je crois, aux États-Unis. Le directeur actuel des hydrocarbures. Donc, il y a Oligui, il y a donc ce monsieur, il y a le général Oligui et Justine Lekogo. Et puis, on parle du dossier Perenco. Je leur sors le dossier, voilà, voilà, voilà. Ils se rendent compte que vraiment, c'est... Voilà. Donc, quand on termine, le directeur des hydrocarbures part. Et maintenant, avec le général Oligui, à trois, on discute. Et comme je vous l'ai dit, on a discuté, le général Oligui a parlé avec moi comme un petit frère. Il ne m'a pas vu comme un activiste ou comme... Et ça m'a marqué. On a discuté, cœur ouvert. Et je vous ai dit, quand au cours de cette discussion, j'ai vu quelqu'un qui voulait véritablement le changement du pays. C'est-à-dire que les a priori que j'avais, que oh, c'est un pion du système, oh, c'est ceci, tout ça là, je ne sais pas si les gars travaillent nos psychologies ou quoi, mais en tout cas, tout ça là, c'est tombé. Il m'a fait certaines révélations. Lui-même m'a fait comprendre qu'il était déçu par les membres de l'opposition qu'il avait nommés parce que certains faisaient même pire que les pédégistes. Il m'a sorti des choses que je vous dis que même aujourd'hui, malgré ma colère contre lui, par respect, je ne peux pas vous rendre public. Et ces choses-là, Justine Lekogo était là, on était à trois. Dans sa maison de fonction, de commandement, en face du palais, c'est là où on a eu notre rendez-vous. Nous avons discuté pendant 1 heure. Et ce monsieur, je vous dis, sauf si je me trompe, ou le gars c'est un très grand menteur, ce monsieur avait l'air sincère. Et c'est comme ça qu'il me dit, je veux que tu participes au dialogue. Dans ma tête, ça fait un tour. Je dis, mais ce monsieur, il sait comment je suis. Il sait comment je tape sur le pouvoir depuis, même quand il était avec eux. Et même depuis qu'il est là, il a vu comment j'ai tapé sur lui. Mais il me propose quand même d'aller au dialogue. C'est comme ça que j'ai accepté. Et j'ai dit à Oligui, parce qu'écoutez bien, hein, et c'est là où vous voyez aujourd'hui la diffamation de Justine Lekogo. J'ai dit, mais monsieur Oligui, quand vous demandez dans vos discours à la diaspora de rentrer, mais est-ce que vous savez que beaucoup d'entre nous qui avons nos biens ici, nous ne pouvons pas rentrer parce que nous n'avons pas